Les dossiers médicaux ne mentent pas, et ceux de l'hôpital Sainte-Jude étaient sans équivoque. 3 femmes avaient failli mourir en tentant de s'unir à Dylan Vane. Du haut de ses 2,24 mètres, et avec un taux de phéromone létal, le roi alpha était considéré comme une arme biologique, pas comme un mari. Mais lorsqu'une oméga désespérée du nom de Verity Miller s'est présentée pour réclamer la prime offerte pour son cœur, elle n'a pas seulement survécu au monstre. Elle a défié les lois de la génétique. Tout le monde la croyait suicidaire. La vérité, c'est qu'elle était la seule à détenir la clé d'une conspiration qui allait faire voler en éclats le conseil des loups-garous. Ceci est l'histoire vraie de l'incident de Blackwood. Pour comprendre pourquoi les événements du 14 novembre ont provoqué une onde de choc dans la communauté surnaturelle, il faut d'abord comprendre l'anomalie qu'est Dylan Vane. Dans le monde des loups-garous, la taille est synonyme de dominance. Mais Dylan était une aberration génétique, une impossibilité statistique. Mesurant 2,24 mètres et pesant près de 160 kg de muscles denses et hyper réactifs, Dylan n'était pas seulement un alpha. Il était une arme biologique. Le docteur Tobias Reed, le généticien en chef du conseil, avait rédigé un dossier privé sur Dylan intitulé « Sujet 0 ». Il y décrivait les phéromones de Dylan, non pas comme séduisantes, mais comme radioactives. Son aura ne se contentait pas d'exiger la soumission. Elle écrasait les trachées. À l'âge de 28 ans, Dylan Vane, l'alpha de la meute de Blackwood, était le loup le plus puissant du continent. Il était aussi le plus seul. Les ennuis commencèrent sérieusement en 2021. Le conseil, obsédé par la lignée, avait poussé Dylan à participer à une cérémonie d'accouplement avec une louve de haute naissance, nommée Lydia Croft. Lydia était une delta forte, capable et féroce. L'accouplement dura moins de 10 minutes. Le rapport de police, ou plutôt le journal d'incident des exécuteurs de la meute, nota que Lydia était entrée en état de choc au moment où Dylan avait tenté de la marquer. Son venin était trop puissant. Sa prise physique, même douce, avait entraîné 3 côtes fracturées et une clavicule brisée. Lydia a survécu, mais elle ne s'est plus jamais transformée. Le traumatisme a emprisonné sa louve pour toujours. Après l'incident avec Lydia Croft, Dylan Vane s'est retiré. Il a quitté la maison principale de la meute pour s'installer dans le manoir brutaliste de béton et de verre, connu sous le nom de la Flèche, perché au bord des falaises déchiquetées surplombant le Pacifique. Il régnait par la peur et la distance, refusant de toucher qui que ce soit. Il portait des gants doublés de fils d'argent pour atténuer ses propres courants électriques. Il est devenu un mythe, le roi intouchable. Mais une meute ne peut survivre sans héritier. À l'hiver 2023, le Conseil des Anciens en a eu assez. Ils ont invoqué le code de succession. Dylan reçut un ultimatum. Trouver une compagne capable de supporter sa taille et sa puissance dans les 6 mois, ou être déchu de son statut d'alpha et exécuté en tant que danger génétique. Assis dans son bureau obscurci de la Flèche, Dylan lut la lettre. Il se versa un verre de whisky, le cristal ressemblant à un dé à coudre dans sa main massive. Il réduisit le verre en poussière, les éclats lui coupant la peau, mais les blessures guérirent instantanément. « Qu'ils viennent !» gronda-t-il à son bêta, Elias Thorne. « Qu'ils essaient de me tuer. C'est mieux que d'envoyer une autre femme à la morgue. » Elias, un homme qui était aux côtés de Dylan depuis l'enfance, secoua la tête. « Ils ne se contenteront pas de te tuer, Dylan. Ils dissoudront Blackwood. Ils disperseront les familles. Nous avons besoin d'une solution. »« Il n'y a pas de solution, Elias, » rugit Dylan, le son faisant vibrer les fenêtres renforcées. Il se leva, son ombre s'étirant à travers la pièce comme un nuage sombre. « Regarde-moi, je ne suis pas un compagnon. Je suis une catastrophe. Il y a le bal du choix, » suggéra doucement Elias. « Ouvre-le à tout le monde. Pas seulement aux hautes naissances, pas seulement aux guerrières. Peut-être que la biologie fonctionne de manière que nous ne comprenons pas. Peut-être qu'il existe une correspondance. » Dylan rit, un son amer et rauque. Une exécution publique. Alors soit, organise-la, que le monde voit qu'aucune femme n'ose s'accoupler avec un monstre. Ils fixèrent la date au 14 novembre. Ils s'attendaient à ce que personne ne se présente. Ils n'étaient pas préparés à l'arrivée de Verity Miller. Verity Miller vivait dans un studio qui fuyait au-dessus d'une laverie automatique dans le quartier sinistre de Lower Blackwood. Elle avait 22 ans, était une oméga et tout à fait quelconque selon les standards de la meute. Elle enchaînait les services dans un restaurant appelé le Rusty Spoon, sentant perpétuellement le vieux graillon et le café bon marché. Mais Verity avait un problème que le salaire minimum ne pouvait résoudre. Son jeune frère, Toby, était en train de mourir. Il était atteint de la maladie du dépérissement lycanthropique, une maladie auto-immune rare où l'esprit du loup attaque son hôte humain.
Le traitement nécessitait la synthèse d'enzymes rares que l'on ne trouvait que dans le sang d'un alpha prime. Le coût de l'alternative synthétique était de 200 000 $, de l'argent que Verity n'avait pas. Le matin du 14 novembre, Verity reçut un dernier avis de la clinique. Il restait 3 semaines à Toby. Elle fixa le prospectus froissé sur sa table de cuisine, la sélection royale. Il promettait une dot de 5 millions de $ à la femme acceptée par l'alpha et une couverture médicale complète pour sa famille immédiate. Il était également accompagné d'une décharge, un formulaire de renonciation à toute responsabilité qui stipulait explicitement: le domaine de Blackwood n'est pas responsable des défigurations, des traumatismes psychologiques ou de la mort résultant du rituel d'accouplement. Verity regarda la forme endormie de son frère sur le canapé. Il était pâle, sa respiration rauque. Elle prit un stylo. Sa main ne trembla pas. La salle d'obsidienne était silencieuse comme un tombeau. Il était 21 heures. Les lustres dégoulinants de cristaux jetaient une lumière froide sur l'assemblée. Toute la haute société des loups-garous était là, vêtue de soie et de velours, observant avec une curiosité morbide. Dylan Vane était assis sur un trône en bois de fer sombre. Il avait l'air ennuyé, terrifiant et complètement détaché. Il portait un smoking sur mesure qui tendait ses épaules. Il éclipsait la chaise. Il éclipsait la pièce. Ses yeux, d'un ambre prédateur faiblement luisant, balayaient le sol vide. « Cela fait 1 heure », gronda Dylan, sa voix amplifiée par l'acoustique de la salle. Personne ne s'est avancé. Cette farce est terminée. L'ancien du conseil, un homme desséché nommé Cormac, se leva. « La loi exige que nous attendions jusqu'à minuit, Alpha. C'est une perte de temps », cracha Dylan. Les lourdes portes en chêne au fond de la salle grincèrent, en s'ouvrant. Le son résonna comme un coup de feu. Les têtes se tournèrent. Des murmures se propagèrent, comme une traînée de poudre. Celle qui avançait sur le long tapis pourpre n'était pas une reine guerrière. Ce n'était pas un mannequin voluptueux de haute naissance. C'était une jeune femme qui atteignait à peine 1,60 mètres. Elle portait une simple robe grise de seconde main qui flottait sur sa silhouette. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère et désordonné. Elle ne portait pas de maquillage. Elle sentait la pluie et la peur. Mais sous la peur, il y avait autre chose. De la détermination. Verity Miller s'avança vers le monstre. Dylan se pencha en avant, ses mains massives agrippant les accoudoirs de son trône. Il plissa les yeux. Était-ce une blague ? On aurait dit qu'une forte brise la briserait en deux. À mesure qu'elle se rapprochait, la différence de taille devenait comiquement, horriblement apparente. Le sommet de sa tête dépassait à peine son épaule, alors qu'il était assis. Verity s'arrêta à 3 mètres du trône. Elle ne fit pas de révérence. Elle ne baissa pas les yeux, ce qui était un défi direct à un alpha. « Non !» exigea Dylan. Sa voix la frappa comme une onde de pression physique. « Verity Miller !» dit-elle. Sa voix était stable, bien que son cœur battait un rythme effréné contre ses côtes. « Avez-vous des envies de suicide, mademoiselle Miller ?» Dylan se leva. La salle retint son souffle. Debout, dans toute sa hauteur, il occultait la lumière derrière lui. Il descendit une marche de l'estrade, puis une autre. Il la dominait. Il était si grand que son ombre l'engloutissait complètement. Il pouvait lui broyer le crâne d'une seule main. « J'ai un contrat », dit Verity, plongeant la main dans sa poche et sortant le prospectus froissé. « Il dit que si je m'accouple avec vous, ma famille bénéficie de soins médicaux. » Dylan marqua une pause. Il était maintenant assez proche pour sentir son odeur. Il s'attendait à l'odeur d'une croqueuse de diamants, de l'avidité, du parfum artificiel, de la tromperie. Au lieu de cela, il sentit la lavande, l'antiseptique et le chagrin. Il se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. La foule retenait son souffle. « J'ai brisé la dernière femme qui a essayé », murmura Dylan. Un grognement sourd destiné à elle seule. « Je ne le voulais pas, mais je l'ai fait. Ma peau brûle, mon poids écrase. Vous êtes une oméga, vous êtes fragile. Rentrez chez vous, petite. Ne mourrez pas pour un chèque de paix. » Verity leva les yeux vers ses yeux ambrés. Elle vit le monstre que tout le monde craignait, mais elle vit aussi l'épuisement en lui. « Je ne suis pas fragile », murmura-t-elle en retour. « Et je ne partirai pas. » Dylan gronda, un éclair de colère traversant son visage. Il voulait lui faire peur. Il devait lui faire peur pour lui sauver la vie. Il tendit la main, attrapant son bras pour la retourner physiquement et la faire sortir. Sa main engloutit tout son biceps. Il se prépara au cri. Il se prépara au son d'un os qui se brise ou à l'odeur de peau brûlée causée par son aura d'alpha, se heurtant à son faible système d'oméga. Mais rien ne se produisit. Verity ne broncha pas. En fait, là où sa peau touchait la sienne, une étincelle jaillit. Pas une brûlure, une connexion. C'était comme mettre un doigt dans une prise, mais agréable, chaud.
Dylan se figea, ses yeux s'écarquillant. Verity baissa les yeux sur sa main massive enroulée autour de son bras. Elle ne se dégagea pas. « Vous ne me faites pas mal », dit-elle, sa voix remplie d'une surprise sincère. L'ancien du conseil, Cormac, se précipita, les yeux brillants d'une sorte d'espoir malveillant. Le contact a été établi. La sélection est valide. Passez à la chambre à coucher. Dylan regarda de sa main au visage de Verity. Pour la première fois en 10 ans, il touchait une femme sans se sentir comme un meurtrier. Mais il ne ressentait pas non plus de désir. Il ressentait de la méfiance. Il la relâcha brusquement. « C'est un piège », annonça-t-il à la salle. « Emmenez-la à l'aile médicale. Analysez son sang. Personne ne survit à mon contact. Personne. » Il lui tourna le dos, sa cape tourbillonnant. « Si elle utilise de la magie ou des suppresseurs pour tromper le lien, » gronda-t-il par-dessus son épaule. « Je la tuerai moi-même. » Verity resta seule au centre de la salle, les yeux de sang loup rivés sur elle. Elle avait survécu à la première minute. Maintenant, il lui fallait juste survivre à la nuit. L'aile médicale du domaine de Blackwood n'était pas un hôpital. C'était un laboratoire. L'air sentait l'ozone et l'eau de javel, une odeur chimique piquante qui masquait mal l'odeur sous-jacente de la peur des loups. Verity était assise sur le bord d'une table d'examen trop haute pour elle. Ses jambes pendaient, soulignant à quel point elle était petite dans ce monde de géants. Elle tremblait, non pas de froid. Bien que la pièce soit maintenue à un glacial 15 degrés pour stabiliser le métabolisme des métamorphes, mais à cause de la chute d'adrénaline. Elle avait survécu au contact. C'était la seule pensée qui tournait en boucle dans son esprit. Il m'a touchée, et je ne me suis pas brisée. Derrière le miroir sans teint qui couvrait tout le mur nord, Dylan Vane observait. Il se tenait les bras croisés, ses biceps tendant le tissu de sa chemise. À côté de lui se tenait le docteur Harris Kincaid, le médecin en chef de la meute, et un homme dont l'intellect n'avait d'égal que son manque total d'empathie. « C'est impossible », marmonna Kincaid en tapotant sur une tablette. « Regardez ces signes vitaux, Alpha. La fréquence cardiaque est élevée, 120 battements par minute, mais c'est cohérent avec l'anxiété. Ses niveaux de cortisol sont élevés, mais sa structure cellulaire est stable, complètement stable. » Dylan regardait à travers la vitre. Verity avait l'air pathétique, assise là dans sa robe grise, ses mains agrippant le bord de la table en métal, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Je l'ai attrapée, Harris. Je n'ai pas retenu mes coups. La force de ma prise était suffisante pour cabosser de l'acier. Elle n'a même pas eu un bleu. »« Peut-être est-elle une alpha latente », suggéra Kincaid, se faisant passer pour une oméga. « Non », gronda Dylan, un grondement sourd qui vibrait dans sa poitrine. « Je l'ai sentie. Elle est oméga, faible, soumise, et pourtant... » Il s'interrompit, ses yeux se plissant. Elle donnait une sensation de silence. Quand je l'ai touchée, le grésillement dans ma tête s'est arrêté. Kincaid leva les yeux, intrigué. Le grésillement s'est arrêté. C'est sans précédent. Nous devons effectuer le test de résistance. Dylan se raidit. Le test de résistance tue 40% des sujets. Si c'est une fraude qui utilise de la magie, elle mourra, dit froidement Kincaid. Si c'est une vraie compagne, elle s'adaptera. Vous voulez des réponses, Dylan ? Ou vous voulez lui écraser accidentellement le crâne dans son sommeil ce soir ? Parce que nous n'avons pas vérifié ses limites. Dylan resta silencieux un long moment. Il regarda la jeune femme. Elle regardait autour de la pièce, les yeux écarquillés, terrifiés, comme un lapin dans un piège. Il détestait ça. Il détestait que son existence nécessite la torture des autres. « Faites-le », murmura Dylan. « Mais si elle fait un arrêt cardiaque, vous la réanimez immédiatement. » À l'intérieur de la pièce, l'interphone s'activa. « Mademoiselle Miller », la voix de Kincaid était métallique et désincarnée. « Nous allons vous administrer un composé de synthèse. Il imite la poussée hormonale de l'alpha-van pendant une pleine lune. Il est nécessaire de voir si votre biologie peut supporter ces performances de pointe. » Verity regarda le miroir. Elle ne pouvait pas les voir, mais elle savait qu'ils étaient là. « Est-ce que ça va faire mal ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Idéalement non », mentit Kincaid. Un bras robotique descendit du plafond, tenant une seringue remplie d'un liquide ambré lumineux. Verity sursauta, reculant sur la table, mais des menottes métalliques se déclenchèrent, bloquant ses poignets et ses chevilles. « S'il vous plaît !» cria-t-elle, la panique brisant enfin sa détermination. « Je veux juste l'argent pour Toby. Je ne veux pas mourir. »« Procédez !» ordonna Kincaid. L'aiguille glissa dans son bras. Dylan regardait, les mains serrées en poing à ses côtés. Il vit le liquide entrer dans sa veine. Il attendit la crise. Il attendit l'écume à la bouche, le dos cambré, les cris d'agonie qui accompagnaient toujours son essence entrant dans une circulation sanguine plus faible. Verity haleta, ses yeux se révulsèrent. « Fréquence cardiaque en flèche.
narrait Kincaid en regardant les moniteurs. 160, 180, 200. Elle entre en détresse cardiaque. Arrêtez, aboya Dylan. Attendez. Kincaid leva une main. Regardez l'imagerie thermique. Dylan regarda l'écran. D'habitude, ces phéromones provoquaient une montée en flèche de la chaleur corporelle du sujet, le cuisant littéralement de l'intérieur. Mais sur l'écran, Verity ne se réchauffait pas. Elle se refroidissait. Les teintes bleues sur la caméra thermique se propagèrent de son cœur à ses membres. Son corps absorbait l'énergie, métabolisant les hormones toxiques de l'alpha et les convertissant en calme. Dans la pièce, les convulsions de Verity cessèrent. Sa respiration, qui avait été saccadée et paniquée, se régularisa. Ses yeux s'ouvrirent. La panique avait disparu. Ses pupilles étaient dilatées, avalant l'iris, et une légère rougeur apparut sur ses joues. Elle ne semblait pas souffrir. Elle avait l'air euphorique. « Incroyable !» murmura Kincaid en ajustant ses lunettes. « C'est un dissipateur thermique biologique. Elle ne se contente pas de tolérer votre excès d'énergie, Dylan. Elle s'en nourrit. Elle n'est pas résistante. Elle est compatible. » Dylan ressentit une étrange sensation dans sa poitrine. De l'espoir ? Non, c'était trop dangereux d'espérer. « Sortez-la de là !» ordonna Dylan en se détournant de la fenêtre. « Amenez-la à la flèche ce soir. » « Comme Dylan, prévint Kincaid. Nous n'avons pas terminé le profilage psychologique. Nous ne savons pas qui l'a envoyé. Je me fiche de qui l'a envoyé, dit Dylan en poussant la lourde porte. Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas un réacteur nucléaire ambulant. Elle me fait me sentir humain. Il descendit le couloir, le bruit sourd de ses bottes résonnant comme un tambour de guerre. Il la ramenait chez lui, mais il ne la ramenait pas comme une épouse. Il la ramenait comme un spécimen, une énigme qu'il avait l'intention de résoudre, pièce par pièce. Le trajet jusqu'à la flèche dura 40 minutes le long de la sinueuse route côtière. Le véhicule était un SUV blindé sur mesure, assez grand pour accueillir la carcasse massive de Dylan. La cloison était levée. Verity était assise à l'arrière, blottie dans le coin du siège en cuir, aussi loin que possible de Dylan. Il occupait les 2/3 de la banquette. Dans l'espace confiné de la voiture, son odeur était écrasante, comme des nuages d'orage, du cèdre et un musc prédateur brut. Cela donnait le vertige à Verity. L'injection qu'on lui avait faite se dissipait, la laissant épuisée et étrangement affamée. Dylan ne lui avait pas adressé un mot depuis l'hôpital. Il avait simplement montré la voiture. Maintenant, il l'observait du coin de l'œil. Elle était minuscule. Ses poignets ressemblaient à des brindilles. Il eut une envie irrationnelle de l'envelopper dans une couverture, ce qui l'irrita. « C'est une mercenaire », se rappela-t-il. « Elle a vendu son corps pour un chèque. »« Mon frère », dit soudain Verity, brisant le lourd silence. Sa voix était calme mais claire. « Quand l'argent est-il transféré ?» Dylan tourna lentement la tête. Le mouvement était prédateur. « Vous avez survécu à la nuit. L'argent est transféré. C'était le marché. J'ai survécu au test, rétorqua-t-elle. « Vous avez survécu à une aiguille ?» se moqua Dylan. « Vous ne m'avez pas encore survécu. » Verity déglutit difficilement. Elle regarda par la fenêtre. La voiture grimpait, les lumières de la ville s'estompant en dessous. Ils approchèrent des falaises. « Où allons-nous ?»« La flèche, » dit Dylan. « Ma maison. La maison de la meute est trop fragile pour moi. J'ai besoin d'isolement. » La voiture s'arrêta devant la structure. La flèche était une merveille d'architecture moderne, un monolithe d'acier noir et de verre saillant de la falaise de granit, suspendu au-dessus de l'océan Pacifique déchaîné. Cela ressemblait moins à une maison qu'à une forteresse. Dylan sortit du véhicule et attendit. Verity sortit, le vent fouettant ses cheveux sur son visage. Le bruit des vagues s'écrasant en contrebas était assourdissant. « Bienvenue dans ta prison », marmonna Dylan, bien que le vent emportât ses mots. Il la fit entrer. L'intérieur était vaste, froid et sombre. Le mobilier était surdimensionné, construit à son échelle. Les plafonds étaient à 6 mètres de haut. Verity se sentait comme une poupée dans une maison de poupées de géants. Il n'y avait pas de photos, pas de fleurs, pas de signes de vie, juste de la pierre, du verre et des ombres. « Vous resterez dans l'aile est », ordonna Dylan en se dirigeant vers un escalier flottant. « Vous ne quittez pas votre chambre à moins que je ne vous convoque. Vous ne parlez pas au personnel. Vous n'allez pas dans l'aile ouest. C'est mon territoire. Si je vous y trouve, je supposerai que vous êtes une espionne, et je vous jetterai du balcon. Est-ce que nous nous comprenons ? » « Oui, » murmura Verity. Il la conduisit à une lourde porte en chêne. Il l'ouvrit, révélant une chambre étonnamment luxueuse, un lit king size, qui aurait été un lit simple pour lui, une cheminée et un mur de fenêtre donnant sur l'océan. « Dors », ordonna-t-il.
Demain, les vrais tests commencent. Il se tourna pour partir, mais Verity s'avança. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Dylan s'arrêta, la main sur le cadre de la porte. Il se retourna vers elle. Dans la pénombre, ses cicatrices, de fines lignes argentées descendant le long de son cou, étaient visibles. « Parce que, » dit Dylan, sa voix tombant à un grondement qu'elle sentit dans ses orteils, « tu es la seule chose dans ce monde qui ne se brise pas quand je la regarde, et j'ai besoin de savoir pourquoi. » Il claqua la porte. Elle entendit le clic distinct d'une lourde serrure se mettant en place. Verity se précipita vers la porte et essaya la poignée, verrouillée de l'extérieur. Elle était piégée. Elle appuya son front contre le bois frais, fermant les yeux. Elle pensa à Toby, allongé dans ce lit d'hôpital, la peau grise, les poumons défaillants. « Je peux le faire », se dit-elle. « Je peux survivre au monstre. » Dylan n'a pas dormi. Il faisait les 100 pas dans son bureau de l'aile ouest, un verre de whisky à la main. Il était agité. Sa peau lui semblait tendue, son sang chaud. Habituellement, être si proche d'une oméga déclenchait son rut, un état d'excitation insensé et violent qui le rendait dangereux. Mais il ne sentait pas le rut. Il sentait une attraction, comme un or magnétique. Il pouvait sentir exactement où elle se trouvait dans la maison. C'était une sensation qu'il n'avait jamais éprouvée. Il pouvait entendre les battements de son cœur à travers les murs. Boum, 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 boum. C'était un rythme régulier et apaisant. Il s'assit à son bureau et ouvrit le dossier que le docteur Kincaid lui avait envoyé. Sujet, Verity Miller. Père, décédé. Accident industriel. Mère, décédée. Suicide. Frère-sœur, Tobias Miller. Diagnostiqué LWD, stade 4. Cote de crédit, 420. Emploi, serveuse. C'était un dossier tragique et ennuyeux. Il n'y avait aucun lien avec des meutes rivales, aucune histoire d'utilisation de la magie, aucun casier judiciaire. Juste une fille qui avait tout perdu et qui essayait de sauver le dernier morceau de sa famille. Dylan fronça les sourcils. Il voulait qu'elle soit une espionne. Ce serait plus facile si elle était une ennemie. Si elle n'était qu'une fille désespérée, cela faisait de lui le méchant. Et Dylan en avait assez d'être le méchant. Il se leva. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il sortit de son bureau et descendit le long corridor sombre qui reliait les ailes. La maison était silencieuse. La tempête dehors s'intensifiait. La pluie s'abattait contre les vitres. Il atteignit sa porte. Il la déverrouilla silencieusement. Verity dormait. Elle s'était recroquevillée au centre du lit immense, entièrement vêtue, serrant un oreiller. Elle avait l'air incroyablement petite. Dylan s'approcha du lit. Il se déplaçait avec l'immobilité surnaturelle d'un prédateur. Il se tenait au-dessus d'elle, son ombre tombant sur son visage. Il tendit lentement une main. Il voulait la toucher à nouveau. Il devait vérifier que ce qui s'était passé dans la salle n'était pas une hallucination. Sa main massive plana au-dessus de sa joue. Il pouvait sentir la chaleur qui émanait de sa peau. Verity bougea dans son sommeil. Sa main se déplaça instinctivement, cherchant la chaleur, et ses doigts effleurèrent son poignet. Crac! Un arc visible d'électricité statique bleue jaillit entre eux. Il illumina la pièce sombre pendant une fraction de seconde. Verity haleta, ses yeux s'ouvrant brusquement. Elle se retrouva à regarder les yeux ambrés et brillants du roi Alpha, penché sur elle comme un cauchemar devenu réalité. « Tu es réveillée », murmura Dylan. Il ne retira pas sa main. L'électricité statique bourdonnait entre eux. Un faible ronronnement comme un fil à haute tension. Ça ne faisait pas mal. C'était addictif. « Qu'est-ce que vous faites ?» souffla Verity, paralysée par la peur. « Je vérifie le câblage », murmura Dylan. Il abaissa sa main, son pouce rugueux effleurant sa mâchoire. La sensation lui envoya une décharge qui fit se recroqueviller ses orteils. « Tu as un secret, Verity Miller », dit doucement Dylan, « et je vais te dépecer jusqu'à ce que je le trouve. » Il se redressa. Le moment d'intimité brisé par sa menace. « Sois prête à l'aube. Nous allons à la chasse. »« La chasse ?» demanda Verity, la voix tremblante. « Oui, » sourit Dylan, révélant ses canines allongées. « Tu dois apprendre ce que signifie courir avec un loup. » Il se tourna et sortit, laissant la porte déverrouillée cette fois. Verity resta allongée dans le noir, sa main touchant sa mâchoire là où il l'avait touchée. Sa peau picotait. Elle ne savait pas si elle devait être terrifiée ou excitée. Le monstre avait faim, et elle ne savait pas s'il voulait la dévorer ou la revendiquer. L'aube se leva sur la côte du Pacifique dans des teintes de violet meurtri et de gris anthracite. Le brouillard était épais, s'accrochant aux falaises déchiquetées autour de la flèche comme une chose vivante, étouffant le son et obscurcissant la vision. Verity se tenait sur la terrasse arrière, frissonnant. Dylan lui avait donné des vêtements,
de lourdes bottes de combat de 2 tailles trop grandes et un épais manteau de laine qui sentait entièrement son odeur. Les manches dépassaient ses mains, lui donnant l'air d'une enfant jouant à se déguiser. Dylan se tenait à 3 mètres de là, regardant la lisière de la forêt de Blackwood. Il ne portait pas de manteau. La brume glaciale semblait s'évaporer de sa peau, la température de son corps étant si élevée qu'il était pratiquement une fournaise. « Sais-tu pourquoi les loups chassent ?» demanda Dylan. Il ne la regardait pas. Sa voix était calme, dépourvue de la colère de la nuit précédente. « Pour manger, » dit Verity, serrant plus fort le manteau trop grand. « Pour tester, » corrigea Dylan. Il se tourna pour lui faire face. Ses yeux ambrés brillaient plus que d'habitude, signe que son loup était proche de la surface. « Nous chassons pour trouver les points faibles de la proie, pour voir si elle trébuche, pour voir si elle abandonne. » Il fit un pas vers elle. Les pavés de pierre vibrèrent sous ses bottes. « Je vais te chasser, Verity. » Le souffle de Verity se coupa. « Vous avez dit que j'avais survécu au test. Tu as survécu à la chimie ?» dit Dylan en la regardant de haut avec une intensité terrifiante. « Mais être la compagne d'un alpha, ma compagne, demande plus qu'un bon bilan sanguin. Cela demande la volonté de survivre contre toute attente. Mon monde est violent. Mes ennemis sont des géants. Si tu craques parce que je te poursuis dans les bois, tu craqueras certainement quand le conseil essaiera de t'assassiner. » Il montra du doigt la forêt dense et sombre qui bordait le domaine. « Cours, » dit-il doucement. « Tu as 5 minutes. Si je t'attrape avant que tu n'atteignes le repère de la rivière, à 5 kilomètres au nord, alors tu retournes en ville. Pas d'argent, pas de médicaments pour Toby. Juste une expérience ratée. » Verity le fixa. La cruauté du marché lui piqua les yeux. « Et si j'y arrive ? Alors tu restes, » dit Dylan. « Et je paie le traitement de ton frère immédiatement. Aujourd'hui. » Verity n'attendit pas. La mention de Toby était le seul carburant dont elle avait besoin. Elle se tourna et sprinta vers les arbres. La forêt était un cauchemar. Le sous-bois était épais de fougères et de ronces qui déchiraient le manteau de laine. Le sol était glissant de rosée matinale et d'aiguilles de pin en décomposition. Verity courut jusqu'à ce que ses poumons la brûlent, l'air froid ayant un goût de fer dans sa gorge. Elle était petite. C'était son seul avantage. Elle se faufilait sous des troncs d'arbres tombés que Dylan aurait dû sauter. Elle se glissait dans des interstices rocheux qui bloqueraient de ses épaules massives. 1 kilomètre. Elle vérifia la montre que Dylan lui avait lancée. 2 kilomètres. Puis elle l'entendit. Ce n'était pas un pas. C'était une sensation, un grondement profond et résonnant dans l'air, comme une note de basse à basse fréquence qui lui faisait vibrer les dents. Un hurlement déchira le brouillard. C'était proche, trop proche. La panique, primaire et aveugle, s'empara d'elle. Elle ne courait plus pour l'argent. Elle fuyait un monstre. Elle grimpa un talus escarpé, ses bottes glissant dans la boue. Elle attrapa une racine, se hissant, le souffle court. Elle atteignit le sommet de la crête. En bas, la rivière rugissait, l'eau vive s'écrasant sur les rochers noirs. Le repère, un drapeau rouge attaché à un vieux chêne, était là, à seulement 50 mètres. Elle sourit. Un sourire désespéré et hystérique. Elle allait y arriver. Crac. Un arbre massif à sa gauche se fendit comme s'il avait été heurté par un boulet de démolition. Verity cria et se retourna. Émergeant du brouillard se trouvait Dylan. Mais pas l'homme. Il s'était transformé. Pas complètement, mais suffisamment. C'était un hybride monstrueux d'homme et de loup, mesurant près de 2,5 mètres, sa peau couverte de plaques de fourrure noire de jais, ses griffes de la longueur de couteaux de boucher. Sa mâchoire était disloquée, révélant des rangées de dents acérées comme des rasoirs. Il était rapide, anormalement rapide pour quelque chose de cette taille. Il bondit. Verity se laissa tomber au sol, roulant instinctivement. Les griffes de Dylan déchiquetèrent l'air là où sa tête s'était trouvée une seconde auparavant. Elle recula en rampant, heurtant la boue, glissant vers le bord du ravin. « Tu es trop lente !» rugit Dylan, sa voix déformée, un grognement guttural qui ressemblait à des pierres qui grincent. Verity n'essaya pas de se lever. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le distancer dans un sprint. Elle regarda la rivière en contrebas. C'était une chute de 9 mètres. Elle regarda Dylan, qui s'approchait d'elle, bloquant le chemin vers le drapeau. Il s'attendait à ce qu'elle se recroqueville. Il s'attendait à ce qu'elle le supplie. Verity le regarda dans les yeux. « Je ne partirai pas sans cet argent », siffla-t-elle. Elle se jeta de la falaise. Dylan se figea un instant. Le monstre recula, remplacé par un choc purement humain. Elle a sauté. Il ne réfléchit pas. Il bougea. Il sauta après elle, son corps massif s'écrasant dans les airs. Il l'attrapa en pleine chute, son bras s'enroulant autour de sa taille, juste au moment où il heurtait un lot. L'impact fut brutal.
L'eau froide leur coupa le souffle. Ils dégringolèrent dans le courant tumultueux, Dylan encaissant le plus gros de la collision contre les rochers. Il enroula son corps autour du sien, un bouclier vivant de muscles et d'os. Il planta ses griffes dans le lit de la rivière, les ancrant contre le courant déchaîné. D'un effort surhumain, il les traîna tous les deux sur la rive rocheuse. Ils restèrent là, haletants, trempés jusqu'aux os. Le brouillard tourbillonnait autour d'eux. Dylan reprit sa forme humaine, la fourrure se rétractant, les os se remettant en place. Il respirait fort, regardant le ciel. Il saignait d'une entaille au front où il avait heurté un rocher. Verity cracha de l'eau, se redressant sur des bras tremblants. Elle le regarda. Il avait l'air terrifiant, du sang coulant sur son visage, sa chemise en lambeaux, sa poitrine se soulevant. « Tu as sauté !» haleta Dylan en tournant la tête pour la regarder. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux. Il y avait de l'incrédulité. « Vous avez dit ?» balbutia Verity, ses dents claquant de froid. « Le repère de la rivière. J'ai atteint la rivière. » Dylan se mit à rire. C'était un son sec et rauque. Il s'assit, l'eau cascadant de ses larges épaules. Il regarda la petite fille grelottante qui avait choisi une chute de 9 mètres plutôt que la soumission. Il tendit la main. Verity sursauta, mais il posa simplement sa grande main chaude sur le sommet de sa tête. La chaleur de sa paume s'infiltra dans son cuir chevelu gelé. « Tu es folle », murmura Dylan. « Complètement folle. »« Est-ce que j'obtiens l'argent ?» demanda Verity en le fixant. Dylan essuya le sang de son œil. Il la regarda avec une nouvelle expression. Ce n'était pas de la pitié, c'était du respect. « Oui, dit-il, tu obtiens l'argent. » Il se leva et la prit sans effort dans ses bras. Elle était trop épuisée pour le combattre. Elle posa sa tête contre sa poitrine humide, écoutant le bruit lent et puissant de son cœur. « Nous rentrons à la maison, » dit-il. « Et ensuite, je vais virer mon équipe de sécurité, parce que tu es plus dangereuse que n'importe lequel d'entre eux. » Pendant que Dylan remontait Verity par le sentier de la falaise, une autre sorte de chasse se déroulait dans les laboratoires du sous-sol de l'hôpital de la Meute. Le docteur Harris Kincaid était assis dans le noir, la seule lumière provenant des moniteurs lumineux de son séquenceur. Il examinait l'échantillon de sang de Verity Miller sous un grossissement de 5000 X. Il le fixait depuis 3 heures. Harris était un homme de science, pas de superstition. Il ne croyait pas au destin ou aux âmes sœurs. Il croyait en la génétique, aux enzymes et aux ratios de compatibilité. Mais ce qu'il voyait à l'écran faisait trembler ses mains. Le sang de l'oméga n'était pas seulement compatible avec la souche alpha hyper-agressive de Dylan, il la consumait. À l'écran, les cellules noires et hérissées de Dylan, qui détruisaient habituellement tout ce qu'elles touchaient, étaient enveloppées par les cellules dorées et sphériques de Verity. Elles fusionnaient, créant un 3e type de structure cellulaire, un hybride parfait. Impossible, murmura Harris. Il consulta la base de données d'archives, à la recherche d'une correspondance avec les marqueurs génétiques de Verity. La barre de recherche tourna longtemps. Correspondance trouvée. Sujet 89, Alpha Prime. Désignation, la lignée perdue. Harris laissa tomber sa tasse de café. Elle se brisa sur le sol. Le liquide brun éclaboussa ses chaussures blanches immaculées. Il ne le remarqua pas. La lignée perdue. Les légendes parlaient d'une ancienne famille de loups, des montagnes européennes, la lignée Valerius. Ils étaient les rois originels. On disait qu'ils possédèrent la capacité de s'harmoniser avec n'importe quel loup, de guérir la folie qui accompagnait un pouvoir extrême. Ils avaient été chassés jusqu'à l'extinction il y a 200 ans, du moins c'est ce que tout le monde pensait. Verity Miller n'était pas une serveuse au hasard. C'était un fantôme génétique, une descendante de la royauté cachée dans un studio. Si Dylan le savait, il la couronnerait immédiatement. Elle serait la Luna la plus puissante de l'histoire. Elle le stabiliserait. Elle guérirait sa rage. Il serait inarrêtable. Harris fixa l'écran, son reflet fantomatique dans la vitre. Si Dylan devenait stable, il n'aurait plus besoin d'un médecin. Il n'aurait plus besoin des suppresseurs fabriqués par Harris. Il n'aurait plus besoin de la surveillance du conseil. Harris perdrait sa position, son financement et son contrôle sur l'arme la plus puissante du continent. Harris supprima le fichier. Il tapa un nouveau rapport. Sujet, Verity Miller. Statut, haute compatibilité. Anomalie, porteuse du défaut génétique récessif LWD. Il cliqua sur enregistrer. Il prit son téléphone et composa le numéro privé de Cormac, l'ancien du conseil. « C'est Kincaid », dit Harris, sa voix douce et professionnelle. « Nous avons une situation. La fille est compatible, mais il y a une complication. »« Quelle complication ?» grinça la voix de Cormac. « Elle est mourante », mentit Harris. « La même maladie que son frère. Si Dylan se lie à elle et qu'elle meurt dans 1 an,
Le chagrin lui brisera l'esprit. Il deviendra sauvage. Nous ne pouvons pas permettre cela, dit immédiatement Cormac. La fille doit être éliminée. Non, corrigea Harris. Si nous l'éliminons, il se déchaînera. Nous devons le laisser la garder. Mais nous devons le convaincre que c'est lui qui la tue, que son pouvoir draine sa force vitale. Il la rejettera lui-même pour la sauver. Il s'isolera à nouveau et nous garderons le contrôle. Il y eut une pause sur la ligne, puis un petit rire. Vous êtes un homme diabolique, docteur. Je suis un pragmatique, dit Harris et il raccrocha. De retour à la flèche, l'atmosphère avait changé. Verity était assise près de l'immense cheminée du salon, enveloppée dans une couverture en cachemire. Ses cheveux séchaient en douces ondulations autour de son visage. Elle tenait une tasse de bouillon chaud que Dylan avait commandé pour elle. Dylan était assis par terre en face d'elle, le dos appuyé contre le foyer en pierre. Il bandait sa propre main, enroulant de la gaze blanche autour de ses jointures. La lumière du feu dansait sur ses cicatrices. Pour la première fois, la différence de taille ne semblait pas menaçante. Elle semblait protectrice. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» demanda doucement Verity. Dylan leva les yeux. « Vous dire quoi ? Que ça vous fait mal ?» dit-elle. « D'être si grand, d'avoir autant de pouvoir. » Dylan marqua une pause. Il regarda ses mains. « Ça ne fait plus mal, pas depuis que tu es arrivé. » L'air dans la pièce s'alourdit. C'était un aveu. « Mon frère ?» commença Verity, ayant besoin de briser l'intensité. « Le virement a-t-il été effectué ?»« Oui » acquiesça Dylan. Le docteur Kincaid a confirmé que les fonds ont atteint le compte de la clinique il y a 1 heure. Toby est en train d'être préparé pour la première série de thérapie enzymatique. Il vivra. Verity laissa échapper un souffle qu'elle avait l'impression de retenir depuis des mois. Des larmes montèrent à ses yeux, coulant sur ses joues. Elle enfouit son visage dans ses mains, sanglotant doucement. Dylan bougea. Il ne demanda pas la permission. Il se rapprocha, tendant la main pour lui prendre le visage entre ses mains. Ses pouces essuyèrent les larmes. L'étincelle statique était de nouveau là. Un bourdonnement chaud et doré qui fit picoter la peau de Verity. « Tu l'as sauvé, » dit Dylan, sa voix rauque. « Tu es entré dans l'antre du dragon pour lui. Je le referai, » murmura-t-elle. Dylan se pencha. Son visage était à quelques centimètres du sien. L'odeur de pluie et de lavande l'enivrait. Pour la première fois de sa vie, le bruit constant et strident de la connexion de la meute dans sa tête était silencieux. Il n'y avait qu'elle. « Je sais, » dit Dylan. « C'est pour ça que tu es dangereuse. » Il pencha la tête. Il allait l'embrasser. L'inévitabilité de la chose flottait dans l'air comme de la fumée. Drrrring. Le son mécanique et dur du téléphone fixe sur la table d'appoint brisa l'instant. Dylan recula, un grognement de frustration grondant dans sa poitrine. Il se leva et attrapa le combiné. « Quoi ?» gronda-t-il. C'était le docteur Kincaid. La voix de Kincaid était grave. « J'ai les résultats du bilan complet de Verity. » Dylan regarda Verity qui le regardait avec de grands yeux pleins d'espoir. « Et ce n'est pas bon, Dylan, » dit Kincaid. « Elle a les marqueurs, les mêmes que son frère. Elle a la maladie du dépérissement lycanthropique. C'est dormant pour le moment, mais votre énergie, votre aura d'alpha, agit comme un catalyseur. » Dylan sentit le sang quitter son visage. « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Je dis que votre proximité accélère sa maladie, » mentit doucement Kincaid. « Chaque fois que vous la touchez, chaque fois que vous utilisez votre pouvoir près d'elle, vous nourrissez le cancer dans son sang. Si vous vous liez à elle, vous la tuerez en moins d'1 mois. » Dylan serra le téléphone si fort que le plastique se fissura. Il regarda Verity. Elle avait l'air si petite, si fragile. « Tu es sûr ?» murmura Dylan. « À 100%, dit Kincaid. « Le seul moyen de la sauver est de la laisser partir. Elle doit être loin de vous, très loin. » Dylan abaissa lentement le téléphone. Le silence dans la pièce était assourdissant. « Dylan ?» demanda Verity en se levant. Elle tendit la main vers lui. Dylan recula d'1 pas. Il regarda sa main, la main qu'il voulait tenir, et n'y vit qu'une arme qu'il utilisait pour la tuer. Son visage se durcit. Le masque du monstre se remit en place. Il devait la faire partir. Il devait la faire le détester. C'était le seul moyen de lui sauver la vie. « Dehors !» dit froidement Dylan. Verity se figea. « Quoi ? J'ai dit ? Dehors !» rugit Dylan en se tournant vers elle, ses yeux flamboyants d'une rage fabriquée. « Le jeu est terminé. J'ai vérifié les analyses de sang. Tu es défectueuse. Tu es malade. Tout comme ton inutile de frère. » Verity recula comme s'il l'avait giflé. « Je ne veux pas d'une compagne brisée, » cria-t-il en montrant la porte. « Tu as eu ton argent maintenant. Sors de ma maison avant que je ne te jette dehors. » Verity le fixa, la douleur s'épanouissant dans ses yeux, dévastatrice à regarder. Mais Dylan ne sia pas. Il ne pouvait pas se le permettre. Elle se tourna et courut. Dylan la regarda partir.
Il écouta jusqu'à ce que la porte d'entrée claque. Puis il tomba à genoux, un hurlement de chagrin pur et atroce s'échappant de sa gorge, secouant les fondations de la flèche. Il avait trouvé la seule chose qui le rendait entier, et pour la sauver, il avait dû se briser lui-même. Pendant 3 mois, les territoires d'émeutes nord-américaines retinrent leur souffle. Les rumeurs venant de la flèche étaient apocalyptiques. On disait que le roi Alpha était devenu fou. On disait que les tempêtes côtières étaient générées par sa rage incontrôlable. On disait que le conseil préparait une équipe de confinement, un euphémisme poli pour un peloton d'exécution. Verity Miller ne savait rien de tout cela. Elle vivait dans un petit appartement à Seattle, à 3 heures de route, travaillant comme dactylo. Elle avait coupé les ponts avec le monde surnaturel. Elle avait son frère, Toby, qui était miraculeusement en rémission, ses couleurs revenant, sa force se reconstituant. L'argent que Dylan avait fourni l'avait sauvé. Mais tandis que Toby devenait plus fort, Verity s'éteignait. Ce n'était pas une maladie, c'était un vide. Elle se sentait comme un fantôme dans son propre corps. La nourriture avait un goût de cendre. Le sommeil n'apportait que des rêves d'yeux ambrés et l'odeur du cèdre. Un mardi pluvieux de février, Verity s'effondra dans une épicerie. Elle se réveilla dans un hôpital humain standard, branché à une perfusion. Un jeune médecin, le docteur Ramirez, lisait son dossier avec un front plissé. « Mademoiselle Miller », dit Ramirez en tapotant le presse-papier. « Je regarde votre bilan sanguin, c'est déroutant. » Le cœur de Verity manqua un battement. « C'est la maladie ? La maladie du dépérissement ? Maladie ?» Ramirez rit d'un air perplexe. « Mademoiselle Miller, je n'ai jamais vu un système immunitaire aussi agressif. Votre nombre de globules blancs est hors norme. Mais pas parce que vous combattez une infection. C'est comme si votre sang était surchargé. Vous n'êtes pas mourante. Vous êtes sans doute l'être humain le plus sain de la planète. » Verity se redressa, la pièce tournant. « Mais le docteur Kincaid a dit que j'avais les marqueurs. Il a dit que j'étais mourante. »« Je ne sais pas qui est le docteur Kincaid, » dit Ramirez en tournant la page. « Mais il était soit incompétent, soit il mentait. En regardant ses enzymes, je dirais que votre corps réagit à une séparation. Il cherche quelque chose auquel il s'est lié. Il est en état de manque. » La prise de conscience frappa Verity avec la force d'un coup physique. Il a menti. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent. L'expulsion soudaine, la cruauté dans les yeux de Dylan qui ne correspondait pas à la tendresse de son contact. Kincaid ne la protégeait pas. Il protégeait son contrôle sur Dylan. Verity arracha la perfusion de son bras. « Mademoiselle Miller, vous ne pouvez pas partir. Je dois y aller, » dit Verity en attrapant son manteau. « Il pense qu'il est en train de me tuer. » Le trajet jusqu'à la flèche fut une course suicidaire. La tempête était maintenant un ouragan, le vent déchirant les arbres. Quand Verity arriva aux portes, elles étaient en métal tordu, arrachées comme par une explosion. Il n'y avait pas de garde. Le domaine était abandonné. Verity courut dans la maison. L'air était lourd d'ozone, si épais qu'il lui faisait mal aux dents. La flèche vibrait. « Dylan !» cria-t-elle, sa voix perdue dans le tonnerre. Elle les trouva dans la grande salle. C'était une scène de cauchemar. Les meubles s'étaient réduits en miettes. Au centre de la pièce, Dylan Vane était enchaîné au sol avec de lourdes chaînes doublées d'argent. Il était à moitié transformé, un monstre sauvage de fourrure et de muscles, écumant à la bouche, les yeux entièrement noirs. Il se débattait, tirant sur les chaînes avec assez de force pour fissurer les fondations. Debout, juste hors de portée, se trouvait le docteur Harris Kincaid. Il tenait une longue seringue pneumatique. « C'est pour le mieux, Dylan !» criait Kincaid par-dessus le rugissement de l'alpha. « Tu as perdu la tête. Le conseil a autorisé l'euthanasie. Je te rends service. » Dylan rugit, un son d'agonie pure et sans mélange. « Arrêtez !» Kincaid se retourna brusquement. Verity se tenait dans l'embrasure, trempée, ressemblant à un esprit vengeur. « Vous, » ricana Kincaid, « vous devriez être morte, ou au moins en soins palliatifs. Je ne suis pas malade. » Verity s'avança, ses yeux fixés sur la forme se débattant de Dylan. « Et lui non plus. Vous l'avez drogué. Vous nous avez menti. »« Peu importe, » cria Kincaid en levant la seringue. « Regardez-le. Il est sauvage. Il ne vous reconnaît pas. Si vous vous approchez, il vous mettra en pièces. » Verity ne s'arrêta pas. Elle passa devant Kincaid. « Dylan, » dit-elle doucement. Le monstre cessa de se débattre. Les oreilles noires tressaillirent. Verity entra dans le cercle de sa portée. Kincaid regarda, le souffle coupé, attendant le massacre. Dylan baissa sa tête massive. Il renifla l'air, l'odeur de la pluie, l'odeur de la lavande, l'odeur de sa compagne. Verity tendit la main et posa ses 2 mains sur son museau. La réaction fut instantanée. Une vague de lumière dorée, une lumière visible et aveuglante,
jaillit de l'endroit où ils se touchaient. Elle explosa vers l'extérieur, projetant Kincaid à terre et faisant voler en éclats les fenêtres de la grande salle. L'électricité statique ne fit pas que revenir. Elle chanta. C'était une harmonie. Le sang ancien des Valerius dans les veines de Verity se leva pour rencontrer le pouvoir chaotique de la lignée 20. Il ne le supprima pas. Il l'équilibra. La fourrure de Dylan se rétracta. Les os se remodelèrent, le noir s'estompa de ses yeux, remplacé par un ambre chaud et lucide. Il la regarda. Il pleurait. « Tu es vivante !» suffoqua-t-il. Sa voix un rugissement. « Tu ne m'as pas fait de mal !» murmura Verity en pressant son front contre le sien. « Tu ne m'as jamais fait de mal. Tu me guéris. » Dylan regarda par-dessus son épaule vers Kincaid, qui reculait en rampant sur le sol, la terreur inscrite sur son visage. Le roi Alpha se leva. Les chaînes d'argent se brisèrent, comme des rubans de papier. « Harris !» dit Dylan. Sa voix était d'un calme terrifiant. « Cours !» Kincaid n'atteignit pas la porte. Les exécuteurs de la meute, menés par Elias, firent irruption dans la pièce. Ils attendirent le signal, attendaient que l'Alpha retrouve la raison. Ils attrapèrent le médecin, le traînant, hurlant, dans la tempête. Dylan ne regarda pas. Il prit Verity dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou, l'inspirant comme si elle était de l'oxygène. « Je croyais t'avoir tué », sanglota-t-il dans ses cheveux. « Je suis là », promit Verity, tenant le géant qui tremblait dans ses bras. « Je ne vais nulle part. Je suis la seule qui puisse te gérer. Tu te souviens ?» Dylan recula, regardant la petite femme féroce qui avait mis un empire à genoux juste pour le sauver. « Non », la corrigea Dylan en l'embrassant sur le front. « Tu es la seule qui puisse me sauver. » L'incident de Blackwood prit officiellement fin cette nuit-là, mais la légende ne faisait que commencer. Le docteur Harris Kincaid fut condamné à la prison à vie, dans le plus profond donjon des prisons du Conseil pour trahison et faute professionnelle médicale. Ses recherches sur la lignée Valerius furent rendues publiques, révélant que Verity Miller était bien la dernière descendante de l'ancienne lignée royale, la seule correspondance biologique pour un méga-alpha. Dylan Vane ne perdit pas son titre. Au lieu de cela, il réforma le conseil avec Verity à ses côtés, une Luna qui mesurait 160 mètres, mais commandait le respect de chaque loup de l'hémisphère. Il abolit le système de caste qui traitait les omégas comme des objets jetables. On dit que si vous passez devant la flèche aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Il n'y a pas de ténèbres, seulement de la lumière. Et sur les falaises, vous pourriez les voir. Un géant d'homme et une femme qu'on dirait qu'une brise pourrait l'emporter, marchant main dans la main. Il est la tempête. Elle est l'encre. Et ensemble, ils ont prouvé que même les monstres méritent une fin heureuse. Et c'est l'incroyable histoire vraie du roi Alpha et de l'Oméga qui l'a sauvé. C'est un rappel que parfois, la force n'est pas une question de puissance physique. C'est le courage d'affronter le feu pour les gens qu'on aime. Si cette histoire vous a donné des frissons, ou si vous êtes simplement heureux pour eux, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Pensez-vous que vous auriez accepté le marché et seriez entré dans l'antre de l'alpha ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire des dossiers du surnaturel. Jusqu'à la prochaine fois, restez à l'écoute.